Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Avons-nous encore les moyens d'assurer notre souveraineté alimentaire? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Parmentier. Bonjour Bruno. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici. À vos côtés, Baptiste Maisonniau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Oise. À vos côtés, Nicolas Broutin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Président de Yara. À ma gauche, Christophe Zugage. Bonjour Jean-Paul. De 200 Gosses. Et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Martineau. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes débuté la Sarthe, mais je vais vous poser une question qui n'a rien à voir. Vous êtes arboriculteur avant tout. C'est une catastrophe, on importe tous nos fruits et légumes, ou la moitié. La souveraineté, c'est une catastrophe aujourd'hui. Alors il y a certaines filières, c'est vrai que sur les fruits et légumes, oui, on est à 30% seulement de fruits français, donc ça veut dire qu'on importe beaucoup. Aussi parce qu'il y a beaucoup de cultures marginales, je vous rassure, dans la pomme, ce que je connais bien parce que je suis aussi producteur de pommes, pas que député, c'est aussi, on est exportateur. Par contre là, on produit beaucoup plus que ce que l'on consomme. Et alors moi ce que je dis toujours, c'est que justement on n'oppose pas les agricultures, hein, qu'on soit bio, éco-responsable ou en agriculture conventionnelle. On est capable de produire, mais par contre justement, il ne faut pas qu'on s'interdise de produire. Alors c'est là aussi que nous, les politiques, on a aussi une fonction. Bon, alors la question c'est, est-ce qu'on a encore les moyens d'assurer notre souveraineté alimentaire? Bruno. Mais d'abord, on parle de quoi? Alors c'est quoi la souveraineté? Parce que notre pays, pour l'alimentation, il s'appelle l'Europe, il ne s'appelle pas la France. Donc la souveraineté alimentaire de l'Europe, c'est pas pareil que la souveraineté alimentaire de la France. La France vend plus de nourriture que ce qu'elle achète, hein, 10 à 12 milliards de plus. Bon, il se trouve que nous, on a tiré la case blé. On produit 3 fois plus de blé que ce qu'on mange. Ben, on exporte. La carte vin, la carte etc. Bon, c'est vrai que les fruits et légumes, une bonne partie, ils sont partis en Espagne. Donc ça fait des fâcheries. Mais moi je dis, on l'a vu notamment au moment du Covid, il y a 450 millions d'Européens. Eh bien, ils ont tous mangé. La majorité des Européens sont dans des régions où les agriculteurs ne peuvent pas les nourrir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de villes. On y est arrivé. Alors, ceci dit, nous sommes totalement dépendants pour l'énergie et donc l'engrais, et nous sommes totalement dépendants, enfin presque totalement, pour les protéines animales. Là, c'est une vraie dépendance. C'est pas normal que nos animaux mangent des protéines qui sont produites en Amérique latine. Et on a vu avec la guerre en Ukraine que, quand même, c'est un énorme défi de pouvoir produire, alors que dans notre pays, il n'y a pas de mine pour les engrais et il n'y a pas de gaz pour les produire. Donc il faut, ça accélère les choses. Évidemment qu'on peut faire autrement. Mais c'est vrai que c'est voir un peu par le petit bout de la lorgnette. Je comprends bien que les arboriculteurs ne sont pas contents quand ils voient arriver des abricots, etc. Mais enfin bon, ça fait 2 hivers où il y a eu du gel fin mai, au mois de mai, après un mois de mars très chaud. Les fruits à noyaux, ils en ont pris sérieusement. On en a quand même mangé cet été parce que ils venaient d'Europe et pas seulement des endroits où ça avait gelé. Donc on peut viser une indépendance en Europe et notamment regarder ce qu'a montré la guerre en Ukraine, qu'on est très dépendant pour l'énergie, très dépendant pour les engrais. Il faut absolument trouver d'autres moyens. Et ça tombe bien, les engrais, alors on est très dépendant. 70% des engrais consommés en France sont importés. Et ça ne s'arrange pas, puisque une des conséquences de la situation actuelle avec un prix du gaz très élevé en Europe fait que l'industrie des engrais européenne tourne au ralenti, toujours. Nous, chez Yara, en septembre 2022, on avait 65% de notre capacité à l'arrêt. On en est toujours à 35%. Et puis, l'Europe a eu la bonne idée de supprimer un certain nombre de taxes qui ont permis l'arrivée massive de produits américains. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... À la demande des fois des agriculteurs d'ailleurs. Hein. Tant mieux pour eux. Donc on est dans une situation finalement où on a substitué notre dépendance au gaz. C'est vrai qu'on n'a pas de gaz ici en France, mais on a substitué notre dépendance au gaz russe à une dépendance à des produits importés. Et donc aujourd'hui, en Europe, l'urée importée s'est multiplié par 2, avec 2 grands gagnants, les US, et puis le deuxième, il faut quand même le dire, la Russie, parce que M. Poutine a réussi dans la négociation s'agissant du corridor céréales à faire en sorte que ces produits engrais ne soient plus sous sanction. Alors vous, votre spécialité, c'est la protection des plantes. Là aussi, ça ne vient pas de la France, c'est souvent l'étranger. Oui, alors c'est souvent de l'étranger, mais on a matière en France à
à trouver des biosolutions qui vont être aussi des alternatives aujourd'hui aux produits chimiques traditionnels, conventionnels, mais qui sont en plus avec des retraits successifs. On le voit depuis des années. Mais là, les néoniques sur les betteraves, le S-métolachlore sur plein de cultures. Donc il faut aussi prendre conscience qu'on a en France des capacités énormes industrielles, scientifiques, mais on est souvent bloqué par des problématiques administratives, réglementaires, de surtransposition et aussi d'appropriation par les agriculteurs. Donc là, il y a sans doute des orientations au niveau français d'incitation, mais aussi au niveau européen d'harmonisation des réglementations, de façon à ce qu'on puisse donner aux agriculteurs l'envie, les moyens, les solutions pour protéger les cultures, pour les nourrir, pour combiner des méthodes, des méthodes traditionnelles, mais des méthodes également alternatives, de façon à produire sain, à produire en quantité suffisante et également de façon compétitive pour le revenu de l'agriculteur. Baptiste, quel regard vous portez en tant que jeune agriculteur ? Alors effectivement, j'ai beaucoup entendu parler d'Europe autour de cette table. Le marché européen, on ne peut pas passer à côté. Il y a des règles qui sont à cette échelle. Et nous, producteurs en France, la difficulté, c'est qu'on navigue avec des décisions européennes qui nous impactent et qui ne sont pas toujours cohérentes entre chaque pays. Et on a ce besoin de visibilité en tant que producteur pour nos investissements, de voir cette échelle européenne pour plus de cohérence et des décisions qui nous permettent, notamment sur les NNI et sur les pesticides, d'éviter les impasses techniques qui parfois prennent du temps. La recherche et développement en agriculture, c'est des années... Voilà. Mais le discours, c'est que la souveraineté, on est plutôt mal barré. Oui. Soyons clairs. Est-ce qu'on a... Alors, tous les politiciens, le président de la République a raconté durant tout son parcours souveraineté, souveraineté, souveraineté. Est-ce qu'à votre avis, deuxième partie du débat, derrière les mots, il y aura une action ? Oui, moi je ne dirais pas qu'on est mal parti parce que justement il y a une vraie prise de conscience et il y a un choix politique qui est fait. Que le président justement envoie ce signal très fort de dire justement pas de transposition, voilà. Et c'est-à-dire que s'il y a des décisions françaises, elles doivent être aussi appliquées et applicables en Europe, parce que c'est bien ça, c'est bien une des causes justement de cette perte de souveraineté, par exemple sur les fruits et légumes. C'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres. Il y a aussi, on peut en parler après, mais cette surtransposition, ce choix politique, exemple demain matin, il va y avoir l'annonce par exemple d'un plan de filière sur la filière fruits et légumes par le ministre de l'Agriculture. J'y serai présent, je vais le soutenir, mais il ne faut jamais qu'on perde de l'idée. Pourquoi certaines cultures aussi se sont arrêtées ? Il y a un problème avec les phytos, parce que justement, on n'a pas le droit de faire certaines choses en France, alors qu'en Europe, c'est possible. Mais il y a aussi le choix et de payer le juste prix, enfin le prix juste, pour les agriculteurs. Parce que forcément, quand une culture ne devient pas rentable, rémunérée pour faire tourner l'exploitation, forcément, on arrête. Il y a des problèmes de coûts de production. Moi, je l'ai vu en allant visiter les vergers en Pologne, par exemple. C'est sûr, avec un coût de la main-d'œuvre, avec d'autres possibilités et des choses permises en Pologne, font qu'en France, on ne peut pas y arriver, par exemple sur les pommes. Mais on le voit par exemple avec les cerises qui viennent d'Italie, on le voit sur les légumes qui viennent, comme vous dites, d'Espagne. Et là, il faut qu'on arrive à accepter... Le basilic tout à fait. Mais même au sein de l'Europe, il faut que justement, parce que justement, si on est, et je suis pro-européen, là-dessus, il n'y a pas de doute, ce qu'il faut, c'est qu'on se donne les moyens et que même nous, en tant que consommateurs, quand on achète français, on paie le prix juste pour que l'agriculteur puisse en vivre. Et s'il y arrive, il pourra acheter ses engrais et continuer ses cultures. Je rebondis. Allez-y. En tant que producteur, ce qu'on peut avoir du mal à entendre, c'est que sur les solutions qui nous sont proposées, notamment sur la culture de betterave, ce sont des compensations financières qui finalement reposent sur quoi Sur l'impôt, le financement public. Et effectivement, on a du mal à comprendre la logique qui est derrière cette décision, puisque d'autres producteurs européens n'ont pas ce même type d'approche.
Non, alors ça c'est dans l'attente de trouver une solution, parce qu'il va falloir quand même... Moi je suis convaincu qu'il faut financer la recherche et développement de toute façon sur nos cultures pour que justement on ait des alternatives. Alors là c'est par rapport aux néonicotinoïdes par exemple sur les betteraves. Je sais qu'il y a un plan de financement qui a été mis en place. C'est qu'une solution transitoire, parce qu'on ne pourra pas vivre comme ça, comme vous dites. Mais le but c'est pas non plus de lâcher les gens et de les abandonner aujourd'hui. Oui, alors, surtout que derrière il y a des emplois industriels. Oui. Bruno et Christophe. Voilà. Bruno. Alors, on est tenté en France de dire que fait le gouvernement. Que fait le gouvernement? Donc évidemment qu'il a des choses à faire. Et que fait l'Europe? Évidemment, il y a des choses à faire. Mais moi j'ai envie de dire, plus de la moitié de la viande servie dans nos cantines scolaires sont importées. Et là, il y a des acteurs. Je veux dire, il y a des parents d'élèves, etc., etc. Au lieu de dire, je veux que le ticket de cantine soit de moins en moins cher parce que ça c'est social et que du coup on importe notre poulet du Brésil et de Pologne. Moi je respecte tout à fait les Polonais, mais enfin on sait produire du poulet en France. Pourquoi on ne dit pas, dans ma cantine, je voudrais qu'on achète des produits du département ou de la région. Et d'accord, il est un peu plus cher, mais c'est pas grave. Il n'y a qu'à servir un peu moins de viande et de meilleure qualité. On voit que chez nous, ceux qui veulent faire le moins cher, ils trouvent toujours moins cher qu'eux. Le poulet doux s'est cassé la figure, c'était le poulet bas de gamme. Mais on va à louer, personne ne se plaint du poulet à louer. Et quand on mange un peu de poulet, eh ben on en mange un peu moins, mais on veut qu'il soit meilleur. Mais donc, ça n'est pas que le gouvernement, c'est aussi une attitude de fond. Des citoyens. Et en particulier, il y a 1 milliard de repas servis dans les cantines scolaires tous les ans. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Et les Christophe cantines, et c'est après pas le Eric. gouvernement. C'est bien les collectivités locales. Ouais. Ouais. Alors justement, pour rebondir sur vos propos, je crois qu'il y a aussi un temps pour un pacte social au niveau de l'agriculture et de la société. On veut tous du green, du mieux, du produire plus et avec moins, etc. Mais on n'est pas prêt non plus à payer le revenu ou la production au juste prix de l'agriculteur. Donc je crois que on veut aller vers du plus vert, etc. Mais il faut aussi se donner les moyens en termes de société d'accepter ce delta de prix ou de production, mais aussi d'encourager les agriculteurs à produire mieux, à produire avec des démarches d'innovation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi le pacte d'innovation. Comment est-ce qu'en France, on valorise les entreprises, on valorise la production, on valorise la science, de façon à pouvoir anticiper et permettre les évolutions sur la transition agroécologique. Ouais, mais ça c'est du moyen terme. Là, on est quand même sur du court terme. Il y a une chose qui a marché, c'est la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Pourquoi il n'y a pas une loi sur l'accélération de la souveraineté? Alors ça va rentrer dans cette loi justement. Là, on va attaquer la loi d'orientation agricole et ça va être un choix. De toute façon, le président l'a rappelé justement qu'il faut qu'on ait les mêmes conditions, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors l'accélération, on ne va pas trouver ça tout de suite comme ça, il faut de la recherche, il faut être honnête, même la transition écologique, parce qu'on est à fond dessus, on a la grosse problématique par exemple de l'eau, on ne va pas changer le système racinaire par exemple des arbres fruitiers, comme ça, sur une accélération. Il faudra mettre 3 à 5 ans avant que les cultures pérennes puissent se remettre en place, autant sur des cultures maraîchères avec un cycle court, je pense à des radis, il n'y a aucun problème, ou sur même des céréales, on va être à l'année, mais vous avez des cultures où on ne va pas décréter comme ça d'un claquement de doigts ou même d'une loi qu'il faut qu'on aille plus vite. Nicolas. Oui, alors, sur la volonté politique, je pense que s'agissant de la sécurité alimentaire, je crois qu'elle existe. Je pense que le discours est assez clair. Maintenant, je vais vous dire en tant que producteur d'engrais, la réalité qu'on vit, c'est que administrativement, ça ne se passe pas du tout aussi facilement que ça le devrait. Donc, je vous prends un exemple tout simple. La seule forme d'engrais qu'on produit en France, quasiment aujourd'hui, ce sont les ammonitrates. Et quelle est notre perspective demain? C'est encore une réduction de la production de ces ammonitrates pour des questions réglementaires. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi se donner les moyens administratifs de cette volonté politique, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai hiatus. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que vous faites la loi, mais derrière, il y a le ventre mou de l'administration qui ne l'applique pas aussi vite que prévu. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, c'est un sujet aussi, parce que là, j'ai déjeuné, vous voyez, avec des agriculteurs à midi. On a bien ce problème-là, y compris sur l'eau.
parce qu'on décrète et on veut faire des choses sur les économies d'eau ou sur les... On voit bien, regarder la position du ministre de l'Agriculture qui est favorable aux retenues collinaires et aux bassines pour pouvoir avoir le droit et permettre à tout le monde de produire. Et lorsque l'on descend dans les départements avec les directions départementales ou même d'autres organismes, après il y a aussi des associations qui militent contre, et c'est là qu'on a un problème, puisque s'il y en a qui votent les lois ou qui décident, vous avez aussi des opposants sur le terrain qui, parce qu'ils ont décidé qu'eux, ils étaient contre, voulaient empêcher. Il va falloir qu'un jour, on accepte qu'on vit dans une république, une démocratie, il y a une majorité et des lois qui sortent. Oui, et puis Oui, je rebondis, c'est-à-dire qu'il y a un pas de temps politique, un pas de temps de l'administration qui est le sien, et puis un pas de temps du métier de l'agriculteur qui, quand il veut investir sur plusieurs années, c'est pas du jour au lendemain. Il y a pas de temps des tensions géopolitiques aussi, est-ce qu'on n'a pas oublié celui-là? Mais c'est là où je reviens sur l'idée de deux pactes, pacte social et pacte d'innovation, parce que pour produire, pour avoir des marchés, il faut produire. Pour produire, il faut des solutions de nutrition, de protection, et là c'est aussi important. Donc évaluons bien les enjeux, ayons le courage de prendre des décisions et mettons-les en place. Alors avec, bien sûr, des fois des pas de temps qui sont plus ou moins longs. Baptiste. Alors, ce sur quoi je veux insister, c'est que les agriculteurs n'ont pas attendu les tensions géopolitiques pour investir à la fois dans l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique, parce que vous avez fait le pont entre agriculture et énergie. Mais il y a bon nombre d'agriculteurs. Tu vas parler moi, je suis méthanisation. je suis exploitant d'un méthaniseur, producteur de gaz vert. Mais je vois aussi beaucoup de mes collègues qui ont investi dans du photovoltaïque, qui ont des éoliennes dans leurs champs ou qui investissent dans la méthanisation à la fois pour la production d'électricité et de gaz vert. Et en fait, les agriculteurs n'ont pas attendu ces tensions-là pour investir. Oui, mais ils sont pleinement impliqués dans la transition. Et à la fois agricole, production alimentaire, indépendance alimentaire et indépendance énergétique. Mais on a reçu un agriculteur qui, pour se connecter sur son parc photovoltaïque, a 8 ans d'attente. 8 ans Alors d'attente. effectivement, pour revenir sur les propos à cause des Nicolas faut le Broutin, dire. les réglementations sont assez lourdes et en plus parfois avec effet rétroactif. Moi, sur mon propre exemple de méthaniseur, j'ai eu à réinvestir un certain montant financier qui n'était pas du tout planifié au départ dans mon business plan, parce qu'il y a eu une réglementation ICPE qui a été mise à jour avec effet rétroactif sur un contrat qui avait été signé plusieurs années auparavant. Et effectivement, la réglementation parfois nous met des boulets aux pieds qui sont difficiles à gérer. Bruno. Oui, je crois que pendant longtemps, on pensait que les agriculteurs faisaient qu'un seul métier, produire de la nourriture pour nourrir l'humanité, qu'un métier parfaitement noble. Et on découvre maintenant que les agriculteurs doivent faire 3 métiers et que chacun de ces 3 métiers doit avoir une économie et doit être rémunéré. Ils doivent nourrir l'humanité, ils doivent produire de l'énergie renouvelable et ils doivent refroidir la planète en fixant du carbone. Et ces 3 économies qui sont très différentes et qu'on doit gérer de façon beaucoup plus efficace, de façon à ce que ce métier devienne, fasse envie aux jeunes, puisque je rappelle qu'il y a quand même 50% des agriculteurs qui vont partir. Et faire ces 3 métiers avec une sécurité, quand c'est pas l'un, c'est avec l'autre que je gagne ma vie. Et je pense que pour nous, on a intérêt à voir la chose globale, et l'indépendance énergétique, elle est aussi importante que l'indépendance alimentaire, par exemple. Et c'est là-dessus que nous, les politiques, justement, on peut intervenir pour faciliter. La loi sur les énergies renouvelables, par exemple, et encore pour moi, elle ne va pas assez loin. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Mais parce que vous avez aussi des oppositions qui ne veulent pas, par exemple, d'éoliennes, ne veulent pas de photovoltaïque sur des terres agricoles. Enfin, alors, après, je peux l'entendre, il faut privilégier d'abord l'alimentation humaine avant l'énergie, mais on s'est battu aussi pour que, par exemple, sur des terres qui sont des très mauvaises terres ou des terres non agricoles, enfin non utilisées par l'agriculture, on puisse produire de l'énergie pour, par exemple, stocker les fruits, parce que produire des fruits, c'est très bien, mais pour en manger tout l'hiver, il va falloir les stocker. Pareil, j'imagine, dans les endives, dans les betteraves. L'agriculture et l'énergie, il y a toujours eu un lien, parce qu'avant, au moment de la traction animale, l'agriculteur consacrait une partie de ses terres à la production énergétique. Le thème de l'émission, c'est « Avons-nous encore les moyens ?» Bruno, parfait, l'idée de dire le citoyen, il va payer plus cher, il va demander un ticket de cantine un peu plus élevé pour avoir... Mais est-ce qu'on a les moyens, le consommateur, et est-ce que l'État a les moyens? Non mais attendez, le consommateur, on nous parle du panier de la ménagère sans arrêt. J'ai beaucoup de respect pour le panier de la ménagère et du ménager d'ailleurs. Bon, enfin, le poids
de l'alimentation dans le budget des Français, il est passé de 40% à 14%. Oui, mais Moi, qu'on repasse à 16 ou à 17 et qu'on change un peu moins souvent notre téléphone portable pour continuer à manger, ça ne me semble pas un mauvais plan. Parce qu'on dit qu'il faut faire tout comme les États-Unis. Les États-Unis, ils en sont à 7%. Mais 7% de notre budget pour manger, ça veut dire qu'ils sont 2 fois plus malades, ils dépensent 2 fois plus, ils sont obèses, etc. Parce que moins on dépense, plus on grossit. Hein, voilà. Et donc, quelque part, il faut se dire, ce modèle français, il existe, on peut le maintenir et on peut dépenser un peu plus pour se nourrir et échanger un peu moins souvent de téléphone portable. Et d'ailleurs, il y a une chose, puisqu'on est au salon de l'agriculture, au lieu de dire allô, allô quand on est devant le téléphone portable, on devrait dire merci les paysans. Si la nourriture était vraiment à son vrai prix, on n'aurait jamais pu économiser pour payer le téléphone portable. Donc relativisons tout. Très court, Nicolas. Moi, je pense qu'on n'a plus l'acceptabilité sociétale des moyens nécessaires à cette souveraineté, à la fois sur la chimie, sur les sites que nous opérons, mais sur l'acceptabilité de l'agriculture. Ouais. Et dernier point, est-ce que l'État a les moyens? Parce qu'on a quand même le mur du réchauffement climatique, de la transition climatique à faire. On a quand même une dette qui a forcé, on va dire beaucoup, qui est obèse là aujourd'hui. Est-ce qu'on a les moyens en même temps de s'assurer une transition de souveraineté? Moi, je suis convaincu que de toute façon, on ne se pose même pas la question, c'est qu'on n'a pas le choix. Justement, on le voit même par la géopolitique. Quand on devient dépendant, on l'a connu, regardez avec ces histoires de graines de moutarde, où on s'interdit avec des insecticides qu'on interdit en France, mais on les produit à l'étranger et on n'a plus de moutarde. Mais demain, on aura exactement les mêmes problématiques sur plein de fruits et légumes, de la viande, vous l'avez dit, de toute façon, ou sur le poulet. Et donc, je suis convaincu que si on se donne les moyens, et l'État veut le faire, ça, il n'y a aucun problème, on va y arriver. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci à tous d'être venus ici sur ce plateau très masculin, hein, il faut l'avouer. Ouais, mais on fait d'autres émissions avec un peu plus de parité. Et puis surtout, merci à vous.